Merci pour l'invitation. Je vais commencer effectivement par rendre hommage à Jean-Michel Mention, Alexis Violet, qui avec Jean-Marie Binoche, qui est le père de l'actrice, ont effectivement écrit immédiatement après les événements à la peinture sur un muret de la Seine tout près de la préfecture de police de Paris évidemment. Ceci, ici, pour moi, les Algériens. Ce qui entre autres prouve, j'y reviendrai, plus longuement que les contemporains, lorsqu'ils souhaitaient savoir ce qui s'était passé le 17 octobre 1961, avaient non seulement la possibilité de le faire, mais ont réussi à documenter déjà de façon très précise ce qui a été perpétré par la police française à l'encontre de celles et ceux qui manifestaient pacifiquement à la fête du FLN. Je commencerai par rappeler quelques faits parce que, comme disait quelqu'un, grand dirigeant politique, on n'est pas forcément de souscrire à tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a écrit, mais les faits sont têtus. Et parce que les faits sont têtus, c'est évidemment à partir des faits qu'il est possible, une fois qu'ils sont établis, clairement établis, de qualifier à la fois politiquement et juridiquement ce qui s'est passé à la fois au mois d'octobre 1961 et bien sûr le jour même du 17 octobre. Donc je traiterai bien sûr de cette question de la qualification juridique, ce qui permettra de faire une comparaison avec les déclarations qui jusqu'à présent ont été faites par un certain nombre de chefs d'État, enfin un en particulier François Hollande. Et je finirai sur des considérations relatives à la question de la reconnaissance des crimes coloniaux par des comparaisons avec un certain nombre d'anciennes puissances coloniales européennes qui ont reconnu d'une façon ou d'une autre les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis à l'époque où elles étaient des grandes puissances coloniales. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la comparaison n'est pas exactement à l'avantage de la France. Parler de la France en soi, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est utiliser un grand mot creux, c'est pas exactement à l'avantage de ceux qui ont dirigé la France. Donc commençons par rappeler quelques faits, et notamment, c'est essentiel, ce qui motive l'appel à manifester lancé par la Fédération de France du FLN, en précisant immédiatement, parce que la précision est capitale, que lorsque la Fédération de France du FLN décide d'appeler à des rassemblements, elle précise immédiatement, et ses cadres, ses militants vont appliquer la consigne de façon très stricte, que ces rassemblements doivent impérativement être des rassemblements pacifiques. Aucune arme, ni même arme par destination. Couteaux, ciseaux, manque de pioche, qui dans le contexte de l'époque sont évidemment susceptibles d'être considérés comme des armes par destination pour celles et ceux qui les possèdent, et avec des conséquences à l'époque évidemment particulièrement graves dans ce cas. Ce qui motive l'appel du FLN, de la Fédération de France, c'est un couvre-feu dont il faut dire tout à fait tranquillement qu'il est un couvre-feu raciste. Puisque ce couvre-feu, décidé par Maurice Papon, bien sûr avec l'aval de son supérieur hiérarchique, Roger Frey, ministre de l'Intérieur, et avec l'aval également de Michel Debré, Premier ministre, l'un des rédacteurs de la Constitution de la Ve République, impossible de penser, eu égard au fonctionnement de la Ve République, en particulier en période de crise, et ô combien la période est une période de crise, que Maurice Papon a pu agir seul. Il est évidemment soutenu par le gouvernement. Ce couvre-feu n'est opposable qu'à ceux qu'on appelle délicatement, entre guillemets, les Français musulmans d'Algérie. Juste une remarque sur cette appellation tout à fait singulière. Jusqu'en 1945, les Algériens, et plus généralement les colonisés, étaient nommés indigènes. Indigènes, c'était à la fois une façon de signifier aux colonisés qu'ils n'étaient pas des égaux, qu'ils n'étaient pas des semblables, qu'ils n'étaient pas des citoyens français, parce que indigène, ce n'est pas simplement un disqualificatif, c'est un statut. Et c'est un statut qui a duré jusqu'en 1945, puisque les indigènes n'étaient pas citoyens français, mais sujets français, c'est-à-dire, globalement, je vous passe les exceptions, puisqu'elles sont des exceptions, m'intéresse plutôt la règle, privé des droits et libertés démocratiques élémentaires, pas de liberté d'association, pas de liberté de la presse, pas de liberté de réunion, pas de liberté de déplacement à l'intérieur même de la colonie, et pas de liberté de déplacement jusqu'en 1914 entre les départements français d'Algérie et la métropole. À quoi s'ajoutent des dispositions répressives qui n'étaient opposables qu'à eux, indigènes,
réunis dans ce code de 1875, qui est le code de l'indigénat. Après 1945, ces indigènes ne peuvent plus être qualifiés indigènes parce que le statut a disparu et ils sont donc nommés dès la 4e République français musulmans d'Algérie, ce qui est tout à fait singulier puisque la 4e République vient de rappeler dans son préambule, eu égard à l'extermination et à la destruction des Juifs d'Europe, un principe de non-discrimination qui est immédiatement violé puisque l'État français, les institutions républicaines, l'administration délimitent au sein du corps national un sous-ensemble singulier identifié par l'appellation français musulman d'Algérie. Et à ce sous-ensemble singulier vont être appliquées dès le 1er novembre 1954, c'est-à-dire dès le début de la guerre d'Algérie, des dispositions d'exception et des pratiques d'exception. L'application du couvre-feu à Paris, qui est donc opposable au seul français musulman d'Algérie, participe de cela et au fond la transposition et l'importation en métropole des dispositions d'exception déjà appliquées en Algérie depuis le 1er novembre. Si vous étiez, comme on dit aujourd'hui, français de souche, vous n'étiez absolument pas concerné par le couvre-feu. Vous pouviez continuer à circuler tranquillement à Paris, à laisser vos restaurants, cafés, hôtels ouverts, et ce qui n'était pas le cas des Français musulmans d'Algérie. Le couvre-feu précisait, parce qu'il fallait jouer, si j'ose dire, avec les mots, le couvre-feu précisait qu'il était fortement déconseillé aux Français musulmans d'Algérie de se déplacer à plus de 3 dans la ville de Paris. Le fortement déconseillé sous la plume de Maurice Papon veut dire que si la chose se produisait, cela allait être vraisemblablement immédiatement arrêté. Et c'est donc pour protester contre ce couvre-feu raciste, il est à l'évidence, que le FLN décide d'appeler à des rassemblements parce que ce couvre-feu gêne terriblement, politiquement, financièrement, si j'ose dire, et également militairement, et qu'il s'agit aussi pour lui de signifier qu'il n'en peut pas se plier à Paris, en particulier à cette décision. Rassemblements pacifiques qui vont avoir lieu en différents endroits de la capitale et des quartiers populaires, des différents ponts, dont le pont de Besançon sur lequel Emmanuel Macron va se rendre demain, et d'autres, Aubervilliers, et ces rassemblements commencent par des gigantesques rafles, puisque, et là les contemporains sont parfaitement conscients de cela, j'y reviendrai, la police parisienne, qui a réquisitionné les bus de la RATP, va arrêter entre 13 et 14 000 manifestants qui vont être immédiatement internés au Palais des Sports, réquisitionnés pour ce faire, à Vincennes, qui est aujourd'hui un centre de rétention administratif. Il y a des continuités de ce point de vue-là topographiques tout à fait remarquables. Et pour ceux qui n'ont pas été arrêtés et transférés, la police française va effectivement se livrer à ce qu'il faut qualifier de massacre. Exécution sommaire, un certain nombre de manifestants vont être précipités dans la Seine, disparition forcée, et on sait, les contemporains le savent déjà, un certain nombre de manifestants ont été exécutés dans la cour même de la préfecture de police, à quelques dizaines de mètres du bureau de Maurice Papon, alors même qu'évidemment, ils ne posaient plus aucun problème d'ordre public, puisqu'ils étaient dans la totale incapacité, bien sûr, de résister aux policiers présents. Ces faits, là, sont déjà très bien identifiés par les contemporains. Pierre-Yann Laquet, je ne vais pas développer beaucoup, Paul Thibault, qui était à l'époque le rédacteur en chef de la revue Esprit, qui jusqu'à plus on peut l'affirmer n'est pas exactement une revue islamo-gauchiste, Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir pour les temps modernes, vont s'exprimer dans une publication qui paraît en novembre 1961, qui s'appelle Vérité et Liberté, dont Paul Thibault et Pierre-Yann Laquet sont les animateurs, avec d'autres, Pierre Barra. C'est Vérité et Liberté qui a publié notamment l'appel des 121 à l'insoumission en Algérie. Et dans ce document, qui est un document tout à fait exceptionnel, pour au moins plusieurs raisons. Exceptionnel parce qu'on, contrairement à ce qu'on pouvait éventuellement penser, on s'aperçoit que ceux qui voulaient savoir avaient effectivement les moyens de savoir beaucoup. Pierre-Yann Laquet a écrit un article dans lequel il estime déjà qu'il y avait plusieurs centaines de morts au cours du mois d'octobre, et également
le 17 octobre 1961. Pierre Vidal-Naquet n'hésite pas à employer l'expression de terreur d'État pour rendre compte de ce qui a effectivement été commis contre les manifestants. Et en ce qui concerne l'article des temps modernes qui est publié dans ce numéro, qui est un article anonyme, republié parce que les temps modernes avaient écrit un article dénonçant les pratiques policières de Maurice Papon, et les temps modernes avaient été censurés. Et donc ce texte est reproduit dans Vérité et Liberté. Il n'est pas signé, mais il est assez clair qu'il a reçu l'aval politique de ceux qui dirigeaient la dite revue. Et dans ce texte, les auteurs parlent de pogrom, parlent de rafle, et inutile de préciser que quand ceux-là écrivent qu'effectivement la police française s'est livrée à des rafles en 1961, eux ont aussi, bien sûr, le souvenir des rafles qui ont été mises en œuvre par le régime de Vichy précédemment. Je précise immédiatement que, contrairement à quelques ignorants ou idéologues qui se récrient lorsqu'on utilise le terme de rafle à propos du 17 octobre 1961 en disant c'est un scandale, vous faites une comparaison honteuse avec le régime de Vichy, que leur objection prouve leur nullité crasse relativement à l'histoire et à la technique de la rafle policière qui n'a absolument pas attendu le régime de Vichy pour exister. Elle surgit dans la fin du 19e au début du 20e siècle. Elle a été massivement utilisée contre les populations pauvres urbaines, les jeunes parfois, et celles qui se livraient à des activités prostitutionnelles, comme on dit aujourd'hui, et évidemment aussi contre le mouvement ouvrier. Donc, de ce point de vue-là, le régime de Vichy n'a fait qu'utiliser une technique policière dont il n'était pas l'inventeur. Pareillement, d'ailleurs, pour ce qui est de la police française le 17 octobre 1961. À l'évidence, il s'agit bien d'un plan concerté, prévu. Maurice Papon, d'ailleurs, avant le 17 octobre 1961, à l'occasion d'une cérémonie à la mémoire d'un policier abattu par le FLN, avait eu cette phrase qui en dit long sur ce qui s'est passé par la suite. Pour un coup reçu, nous en porterons 10. Et effectivement, le 17 octobre 1961 est l'occasion pour Maurice Papon de mettre à exécution et à mettre en pratique ce qu'il avait déclaré à cette occasion. Ceux qui ont été torturés, abattus, précipités dans la Seine l'ont été au moins pour 3 motifs. Pour des motifs politiques, parce qu'à l'évidence, ils étaient pensés comme des suppôts d'une organisation terroriste de FLN. Pour des raisons raciales, parce qu'ils étaient des Arabes et dans la langue obscène, raciste de l'époque, parce qu'ils étaient les bicots, les ratons, les melons. Et eux, comme le disaient les militaires, parce qu'ils étaient des félous, c'est-à-dire des hommes qui, ayant pris les armes contre la puissance coloniale française, pouvaient désormais être légitimement abattus, torturables et susceptibles d'être soumis à la disparition forcée. Je ne reviens pas sur la question du plan concerté, la chose me semble très claire, comme elle était claire d'ailleurs pour un certain nombre de contemporains. On peut dire au fond que le 17 octobre 1961 n'est pas simplement un crime d'État un crime contre l'humanité pour ces raisons, c'est aussi un crime doublement un crime contre l'humanité, puisqu'on doit à ce magistrat aujourd'hui disparu, français, Louis Joinet, l'un des fondateurs du syndicat de la magistrature, de s'être battu, notamment en souvenir de ceux qui avaient été perpétrés au Chili, en Argentine, mais également en Algérie, et pas seulement de l'autre côté de la Méditerranée, mais en région parisienne, et puis généralement en France, de s'être battu, d'avoir obtenu effectivement la reconnaissance de la disparition forcée comme crime contre l'humanité, et la France a ratifié la dite convention. De ce point de vue-là, nous sommes donc parfaitement légitimes à considérer effectivement que la qualification juridique qui vaut pour les massacres du 7 octobre 1961 est doublement, si je puis dire, celle des crimes contre l'humanité. Juste sur les méthodes de Papon, et qui là confirme l'importation en métropole et de la guerre contre-révolutionnaire, Maurice Papon avait rédigé une note signée de sa blanche-main le 5 septembre 1961, qui est une note qui est adressée au service de coordination des affaires algériennes
et au directeur de la police municipale. Évidemment, cette note n'était pas destinée à être rendue publique. C'est pour ça que Maurice Papon est très clair dans l'ordre qu'il donne, parce que cette note était destinée à rester dans les archives de l'État et sous le sceau, je reviendrai sur la question des archives, du secret d'État. Cette note va être publiée dans un rapport rendu public en 1998 par un conseiller d'État, Dieudonné Mandelkern, qui a été missionné par Jean-Pierre Chevènement pour faire un rapport sur les archives et les événements du 17 octobre 61. Et cette note est ainsi rédigée. Les membres des groupes de choc du FLN, surpris en flagrant crime, devront être abattus sur place par les forces de l'ordre. Autrement dit, Maurice Papon, effectivement, importe en métropole ce à quoi l'armée française se livrait en Algérie en cas de flagrant crime, pas de prisonniers. En soi, cela est uniquement et déjà un crime de guerre. Par ailleurs, sur le nombre de victimes, je vais finir sur ce point avant d'en venir aux derniers éléments sur la question de la reconnaissance. C'est publié dans le numéro de Vérité et Liberté que j'ai précité, et c'est intéressant parce que là, il s'agit, je cite encore, des services de l'inspection générale de la police, autrement dit, d'une institution policière, qui estime à 140 le nombre de morts à la suite de la manifestation du 17 octobre 1961. Crime d'État, assurément, crime contre l'humanité, oui, bien sûr, recouvert immédiatement par un mensonge d'État. Ce qui est un grand classique en matière de crime d'État, parce qu'en général, évidemment, l'État sait qu'il commet un crime, sait qu'il méconnaît des principes fondamentaux, ceux qui l'ont couvert, cherche bien sûr à minimiser le crime qui vient d'être commis. C'est bien de moins. Et effectivement, la thèse officielle qui va être forgée par les autorités politiques de l'époque, couverte, faut-il le rappeler, par le général de Gaulle qui a couvert l'ensemble, aussi, va être 6 morts, principalement imputés au FLN, bien sûr, soit directement au FLN, soit aux rivalités entre le FLN et le MNA, et au motif que le FLN a pris la très lourde responsabilité de tirer sur des policiers français, puisqu'effectivement Maurice Papon a laissé courir la rumeur sur les ondes de la radio de la police que les commandos de choc du FLN avaient tiré sur des policiers français, ce qui n'est corroboré par aucune source. Mensonge d'État déjà, mensonge d'État par la suite, soutenu entre autres par le conseil municipal de Paris. On reviendra peut-être dans le débat sur les responsabilités des directions des grandes organisations du mouvement ouvrier, du mouvement politique, syndical et associatif, qui effectivement, pour en dire un mot, au lendemain du 7 octobre 1961, n'ont ni appelé à manifester, ni appelé à des rassemblements, moins encore appelé à la grève, alors que après les 8 morts ou les 9 morts du 8 février 1962, les mêmes vont appeler au plus grand rassemblement qui ait jamais eu lieu depuis 1945 et à la plus grande manifestation qui ait jamais eu lieu à Paris à l'époque. Les chiffres officiels de la direction du Parti communiste, 1 million de manifestants pour accompagner celles et ceux qui ont été tués à Charonne, militants communistes. Sur la question de la reconnaissance, celle qui, pour le moment, n'a toujours pas eu lieu, n'étant pas dans le secret des dieux, et je dis de la façon que je m'en enorgueillis, le contraire serait sans doute dommageable. Je ne sais évidemment pas ce que va déclarer Emmanuel Macron demain. Pour le moment, en tout cas, donc, les autorités françaises n'ont jamais reconnu ce qui a été véritablement perpétré le 17 octobre 1961. Qu'en est-il d'autres États coloniaux? Quelques exemples. 1904, le très distingué général Lothar von Trotha, allemand bien sûr, gouverneur général des territoires du sud-ouest africain, actuel Namibie, reçoit à Windhoek un ordre d'extermination des populations Herero et Nama. 80 000 avant le début des opérations, entre 10 à 15 000 après. 100 ans plus tard, les représentants de l'Allemagne
ont reconnu ce qui a été perpétré et un représentant de l'Allemagne s'est déplacé dans la capitale de la Namibie, à Windhoek. Guerre des Mao, puissance coloniale de la Grande-Bretagne, des dizaines de milliers de morts et des camps de concentration, où il y a eu ceux qui n'avaient pas été massacrés ont été soumis à des traitements inhumains et dégradants. Les survivants ont intenté une action de justice devant les juridictions britanniques. Ils ont obtenu gain de cause, reconnaissance des crimes et réparation financière. Sous un gouvernement conservateur, pas un ministre n'a osé écrire une ligne, prononcer un mot contre le jugement qui venait d'être rendu. Mieux, la Grande-Bretagne a décidé d'ériger à Nairobi, à ses frais, un mémorial en hommage aux victimes. D'autres États qui se sont construits, pour beaucoup, sur le refoulement des populations autochtones, les massacres des populations autochtones et des traitements inhumains et dégradants. Canada. Des milliers, voire des dizaines de milliers d'enfants autochtones ont été arrachés à leur famille pour être blanchis dans des institutions canadiennes. Le Canada vient de reconnaître effectivement que c'est un traitement indigne et le Canada va engager des réparations financières. États-Unis. Esclavage. Pas une entreprise états-unienne, publique ou privée, ne peut souscrire à un appel d'offres sur le territoire des États de l'Union si elle n'a pas fait la preuve qu'elle n'a pas bénéficié, elle ou ses ancêtres, des bénéfices, de l'esclavage avant son abolition. Et si c'est le cas, ces entreprises peuvent souscrire à un appel d'offres, concourir donc, mais elles doivent engager des programmes de réparation financière sous la forme de financement de bourse, de recherche et éventuellement de financement adressé à des institutions qui ont en charge la question de la mémoire et de l'esclavage. Nouvelle-Zélande, Australie, de même. La France, dont les différents représentants, qu'ils soient de droite ou de gauche, s'enorgueillissent souvent du fait que, pour son grand passé prestigieux depuis la Révolution française, de la République, les différentes déclarations des droits de l'homme et des citoyens, serait ce pays qui tire vaillamment l'humanité vers un avenir radieux, en ces matières, est à peine dans le wagon de queue. Je n'ai pas à vous dire que les autorités françaises ont reconnu les massacres de 8 mai 1945 perpétrés à partir de juillet 1945 jusqu'à l'été 1945, entre 30 et 40 000 morts. Je n'ai pas à vous dire que les autorités françaises ont reconnu les massacres de Madagascar en 1947, entre 70 et 80 000 morts. Je n'ai pas à vous dire pour le moment que les autorités françaises ont reconnu les massacres perpétrés pendant la guerre d'Indochine. Je n'ai pas à vous dire que les autorités françaises ont reconnu ce qui a été perpétré par l'armée française à partir du 1er novembre 1954 et le 17 octobre 1961 à Paris. De ce point de vue-là, évidemment, la France n'est absolument pas un modèle. Et elle aurait ceux qui la dirigent seraient bien inspirés de s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Alors, on verra sans doute, j'imagine, éventuellement dans les questions et le débat, sur la raison pour laquelle il est ici, dans ce doux, ou réputé tel hexagone, si difficile de faire avancer cette reconnaissance. Je vais anticiper très peu, et je m'arrêterai là. C'est sans doute lié à ceci que la colonisation implique 3 républiques, au moins. La troisième, celle qui, par la grâce de Jules Ferry, entre autres, a permis, mais il n'était pas le seul, sinon il ne se serait pas passé grand-chose, a fait en sorte que la France devienne la seconde puissance impériale du monde entre 1885 et 1912-13, dont les républicains étaient très fiers. Cela implique évidemment la 4e République et la 5e.
cela implique, ou cela fonctionne comme un sinistre et terrible révélateur contre la mythologie nationale républicaine, bien sûr. Cela fonctionne également comme un terrible révélateur à l'endroit d'un certain nombre de forces politiques, des républicains, des radicaux-socialistes, de la SFIO, dont les responsabilités sont de ce point de vue-là écrasantes et depuis très longtemps, puisque la SFIO s'est ralliée très rapidement à l'Empire et que le Front populaire, qui s'est beaucoup soucié du sort des travailleurs français, certes il était poussé par quelques grèves générales, paraît-il, soit, mais quand même, qui s'est fort soucié du sort des travailleurs français, n'a pas changé d'un iota la condition des indigènes. Indigènes, ils étaient avant le Front populaire, indigènes, ils étaient après. Je ne vais pas revenir sur la responsabilité de Guy Mollet. Ça remet en cause le discours tenu par, je précise bien, la direction du Parti communiste, pas plus que je ne confonds les peuples avec leur gouvernement et leurs États, je confonds les militants avec les directions des partis auxquels ils ont appartenu ou auxquels ils appartiennent, puisque les députés du Parti communiste français ont voté les pouvoirs spéciaux. Et que ce vote a suscité un tel tollé au sein de la direction, au sein du Parti communiste, que Maurice Thorez, qui était à l'époque en voyage à Moscou, a dû revenir précipitamment pour rétablir l'ordre. Et évidemment, aussi, 17 octobre 1961, les seuls à manifester au lendemain des massacres du 7 octobre 1961 sont des militants du Parti socialiste unifié, quelques militants trotskistes, anarchistes, je crois, aussi, mais, encore une fois, pas les grandes directions des mouvements politiques et syndicaux. Ce qui, soit dit en passant, je finirai vraiment là-dessus, je ne les mets pas du tout sur le même plan, ces responsabilités, mais ont beaucoup contribué, notamment évidemment la manifestation de Charonne, à occulter pendant très longtemps les massacres du 7 octobre 1961. Alors, tu as cité le rassemblement qui aura lieu à Strasbourg dimanche. Il y a un rassemblement qui aura lieu effectivement à Paris, et qui, cette année, est appelé par plus de 120 organisations politiques, organisations syndicales et associations,